Chercheuse en physique quantique. Elle enseigne, je crois, à l'école centrale des ingénieurs, et donc elle va nous parler de cet aspect justement, elle va prendre la balle au bon. Merci beaucoup, merci à tous. Je suis ravie de faire partie de cette table ronde fabuleuse. Je suis très contente d'entendre Mariam Septi, qui est tout à fait en résonance avec mes propos d'hier, que j'ai peut-être pas détaillés par manque de temps. Et je suis vraiment, c'est très intéressant d'apporter aussi son regard complémentaire de philosophe. Du coup, je suis un peu partagée entre plusieurs points. Est-ce que j'ai 10 minutes à peu près? Oui. Bon, j'ai pas prêt. 9, d'accord. Bon, je n'ai pas à traduire aujourd'hui, je pense, en anglais, donc ça va être plus rapide. Alors, je vais peut-être, du coup, continuer à effectivement renforcer ce qu'a dit Myriam sur c'est aussi dans la continuité de ce que je disais hier, c'est-à-dire cette volonté d'objectivité à travers la pratique scientifique a fait qu'on a besoin de séparer le sujet de l'objet, et l'objet devient effectivement plus facilement quantifiable. Et on voit ce qu'a appelé à juste titre René Guénon le règne de la quantité. Donc avec cette réduction à la fois la quantité aux dépens de la qualité. Et ceci, c'est ce qui amène à la chosification ou la réification. Et à partir du moment où les choses deviennent des objets, c'est plus facile de s'en approprier, c'est plus facile effectivement de les contrôler. Et la science est devenue un peu un moyen aussi de dépasser nos peurs, parce qu'on pense qu'à travers le contrôle, on se prévient quelque part. Et c'est effectivement la problématique des technologies modernes, comme l'a dit Myriam, qu'on transmet à nos enfants. Et je pense que si je veux rester sur le plan de l'éducation, j'étais contente d'entendre parler d'imagination, puisque c'est aussi ce que je voulais valoriser hier. Et je crois que c'est vraiment capital au sein de l'éducation de valoriser ces dimensions, l'imagination, parce que c'est elle qui a souffert de la place que prend l'approche scientifique dans sa vision mécaniste, sans prendre en compte les retombées, par exemple de la physique quantique, dont je parlais aussi hier. Et donc, quand on parle de la place, de réhabiliter la place de la science et de la conscience, évidemment, on se pose la question de la science qui a été aussi posée par ailleurs, mais pas seulement dans le sens où, par rapport à la religion, les sciences modernes, mais même au sein des sciences modernes, il faut qu'on sache de quelle science on parle. Est-ce que c'est au niveau de la recherche? Parce que c'est pas la même chose, la science qui se fait dans nos laboratoires, c'est pas la même chose que la science qui est déjà une sorte, il y a certains acquis scientifiques qui sont enseignés. Les sciences de l'ingénieur, les sciences humaines, c'est très vaste. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas définir, je ne vais pas pouvoir non plus en discuter maintenant. Mais la question de la conscience, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plusieurs mots qui se sont appauvris avec notre usage moderne. Et la conscience, effectivement, ça devient simplement se donner bonne conscience, avoir conscience d'une sorte de responsabilité, donc réduit un peu à une certaine éthique ou même voire déontologie. Alors qu'en fait, la traduction en Wejd, là aussi je reviens à son lien intime avec Wujud, elle fait que, en fait c'est intéressant parce que là, il y a un point qui me paraît crucial au sein de la tradition, en tout cas soufie, islamique, c'est que l'éthique et la métaphysique sont intimement liés, mais ils sont aussi liés à l'ontologie, ça veut dire ce que c'est que l'être, et l'être avec évidemment grand E, puisque c'est notre être, en fait notre humanité, quand on parle d'humanisme, être humain, c'est retrouver son être divin, c'est se diviniser. Et le problème avec donc la conscience, et être aussi un avec Dieu, on a parlé de tawhid, de l'unification, c'est aussi se parer de ses attributs. Et ces attributs, parmi les plus importants, sont la rahma, l'amour rayonnant, la justice, l'adl, la connaissance. Celui qui a le désir qui est un moteur très important dans la connaissance, dans l'éducation, ce sont des qualités dont nous n'avons. En fait, quand on se part de ces qualités, donc l'amour rayonnant, qui se traduit par un miséricorde, mais j'adopte la traduction de Maurice Gloton, c'est plutôt, ça devient naturellement, quand on est sur cette voie d'unification, on est naturellement
dans l'amour de l'autre, puisque l'autre, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, personne n'est croyant tant qu'il n'aime pas pour lui-même ce qu'il aime pour l'autre. Pardon, tant qu'il... oui, c'est ça, je crois que... Oui, voilà. Donc, ça veut dire... En fait, c'est vraiment le miroir. L'autre, c'est un miroir pour moi. Il est important pour moi d'avoir accès aussi à des noms qui ne sont pas manifestes en moi, mais qui se manifestent en lui. Et aussi, l'autre devient comme moi, parce que je suis dans l'idée d'unification. Donc, je ne peux pas lui faire du mal. Parce que s'il y a un lieu de manifestation du souffle divin, je ne peux pas lui faire mal. Mais ce n'est pas seulement l'être humain, c'est aussi la nature. Et donc on est dans une vision où la nature, quand elle devient elle-même, le cosmos étant un miroir où Dieu aime se contempler, on ne peut pas la profaner. Quand on fait l'analogie entre les livres cosmiques et le livre coranique, on a très souvent, on entend qu'il ne faut surtout pas toucher au Coran, l'abîmer. En fait, on fait pas du tout la même chose avec le livre cosmique, qui est autant sacré que le livre coranique. Et en fait, c'est là où la conscience, si vous voulez, il y a un peu le lien entre la conscience dans un sens ordinaire et la conscience comme wajd, comme conscience de l'être divin que nous sommes, va se lier, et avec l'ontologie, puisque c'est l'être divin qui est en nous. Après, pour l'imagination, moi je pense qu'il est très important, dans la transmission, de valoriser d'autres moyens de connaissance. Je vous ai parlé hier d'une réduction à un seul mode de connaissance, à cette approche logique dans laquelle nous avons une confiance démesurée. Mais nous avons besoin de réhabiliter tous les modes de connaissance, y compris artistiques, poétiques. Il y a en fait une sorte de scission entre les lettres et les sciences qui sont dues quelque part à une séparation entre l'esprit et le corps. Et cette séparation, il faut revenir un peu aux sources de ces mécanismes, de ces scissions, pour essayer de réhabiliter ces unions. Là aussi, on est dans l'unification du corps de l'esprit. Le corps a tout à fait sa valeur, puisqu'il doit être habité par le sacré, par ce souffle-là réunificateur. Il n'y a rien de profane. Et tout a une valeur, y compris l'art. Il n'y a aucune raison pour que les activités artistiques aient moins de valeur que les activités scientifiques. On a une sorte de considération énorme pour les scientifiques. Moi, je trouve qu'on devrait aussi valoriser extrêmement les métiers, les carrières littéraires, réhabiliter la place de la calligraphie, de ce qui est manuel, mais encore une fois, qui ont une place comme des tremplins de connaissances métaphysiques. Je pense qu'il y a aussi, il faudrait qu'on pense à une alternative à ce moyen figé. Si vous voulez, on fige les élèves sur les bancs. Il faut qu'on soit dans le vécu, dans l'activité, dans l'interaction, et ne pas penser qu'on va inculquer l'éthique ou cette conscience juste par des discours asséchés qui ne sont pas incarnés. Il faudrait favoriser des expériences vécues, à la fois manuelles et intellectuelles, mais aussi des visites de lieux ou de lieux, par exemple, de communautés qui vivent avec un mode écologique, qu'on puisse faire aimer la nature aux enfants, qu'on puisse les amener à être en contact avec cette nature, qu'on leur fasse aimer les animaux, mais pas à travers notre héritage soufi. Il y a un livre magnifique de poésie de Moqaddasi où il reçoit des leçons des pigeons, des oiseaux, on parle de pigeons, mais en fait je crois pas, mais des oiseaux, et qui dit que si vous aviez le langage, si vous aviez le cœur ouvert, vous sauriez écouter le langage de ces créatures. En fait, chaque poème est dédié à une plante, au basilic, pas que les fleurs, hein, le rossignol évidemment. Et en fait, cette poésie-là, je trouve qu'elle est importante. On a un héritage. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend plus de poèmes? En fait, la poésie, c'est ce qui permet de traduire l'indicible. C'est quelque chose on est dans la beauté. Et la beauté, c'est vraiment l'essentiel. Moi, je parle d'un triangle, l'amour, la connaissance et la beauté. La beauté, c'est le point de confluence, parce qu'on aime ce qui est beau et on aime connaître ce qui est beau. Et je pense que pour ces jeunes, effectivement, il y a l'amour de la connaissance qu'on a besoin d'inculquer, mais c'est peut-être par l'amour de la connaissance qu'ils peuvent aboutir à la connaissance de l'amour. Je vais m'arrêter là. Merci.